Ok, donc je vais faire une petite introduction. Et aujourd'hui, on a le docteur Meller. Il est un psychiatre qui travaille à l'hôpital Albert Einstein. Il travaille avec des patients hospitalisés et aussi des patients ambulatoires. Il est aussi un assistant professeur. Go ahead, we can start. Right. So it's a pleasure for me to be here and speak to you guys. Thank you, Alicia and everyone, HME. Today, I would like to speak to you guys about emergency psychiatry, and emergency psychiatry could be a very big field. I'd like to focus on one area. And, Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais vous parler de la psychiatrie en urgence. La psychiatrie peut être un champ très large, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier. So let's start with this case. You guys are working in the hospital, you're covering the emergency room, and all of a sudden you're being called by one of the nurses and you're being asked to evaluate Mr. Jones, the 50-year-old male. He's a lawyer. OK. Bon, alors, voici, on va faire une étude de cas. Il y a une infirmière vous demande de venir évaluer un patient. Monsieur Jones est un homme âgé de 52 ans qui est un avocat. On the way to Mr. Jones, you review his chart, and you already know that he has a history of hypertension, type 2 diabetes. And he presents to the hospital for an elective cholecystectomy. You're being asked to evaluate him after the surgery, about 3 days after the surgery, 2 to 3 days after the surgery, and you're being asked to evaluate him in the context of fever and agitation. Bon. Alors, on vous demande d'évaluer ce patient-là parce que, bon, alors, le patient a une histoire. L'historique du patient, c'est de l'hypertension, diabète de type 2. Il vient d'avoir une chirurgie, une cholecystectomie élective. Et puis, maintenant, on vous demande de l'évaluer pour, entre autres choses, des poussées de fièvre et aussi de l'agitation. Really, when you come see Mr. Jones, this is around 34 hours after the operation. He's agitated, he's screaming, he's experiencing mice or all kinds of things on his skin, and you can see him with agitated, is trying to pull out his lines and get rid of things that are not there. His blood pressure is elevated, as you can see on the screen, 180 over 100 compared to admission, and his temperature is 38.5. Alors, quand vous voyez le patient, vous remarquez qu'il est agité, il crie, il dit enlevez ces souris de sur mon corps. Il pense qu'il y a des souris qui sont sur lui. Et puis, il est agité, il essaie d'enlever ses tubes pour les intraveineuses. À ce moment-là, sa tension artérielle de 180 sur 100. Ceci, ça se passe environ 34 heures après la chirurgie. Et puis, par contre, au moment de son admission, sa tension artérielle était de 110 sur 70. Et il a une température de 38.5. And really, this is based on a real case I'd seen a few years ago. You reach a case, and you're not sure. A man is sitting in front of you, lying in front of you, obviously in distress, heavily agitated. You can tell that something is going wrong, and it's our job to figure out what's going on and what is the best treatment for what is going on. So, you know, the first thing that we won't spend too much time, but that I want all of you guys to conceptualize is the differential diagnosis. What are we thinking? What could this be? Now, in the usual lecture that I give, I would open up the floor, but with the microphones, I think it'll be too challenging. Bon, normalement, si on était dans une salle, tous dans la même salle, je vous demanderais aux personnes présentes de donner
leur opinion sur qu'est-ce que ça peut être, c'est quoi votre diagnostic différentiel. Mais maintenant qu'on est à distance, je ne le ferai pas. Alors, ici, c'est notre travail. On regarde cette personne-là qui est agitée, qui va pas bien, et puis c'est notre travail de savoir quelle est la raison de ce problème-là. But in order to go ahead and kind of activate our brain cells, why don't you everyone take out a piece of paper, even in your mind. I'm going to give you guys 30 seconds. I would like you guys to think of a differential diagnosis. Now, I want you to leave aside the idea that I'm a psychiatrist and this is a lecture about emergency psychiatrists. I want everyone to generate the broadest differential that they can, given this case. Try to think of at least 3 to 5 things that you think would be common to explain this presentation. Bon, à ce moment-ci, je vous demande de faire abstraction du fait que je suis psychiatre et que la séance d'aujourd'hui pour la psychiatrie d'urgence. Je vous demande de prendre 3 secondes et de penser à 3 à 5 possibilités d'un diagnostic différentiel. So I'm going to give you guys 30 seconds before I continue to see if you guys can generate your own, each one individually, your own differential. OK. Alors, vous avez 30 secondes pour penser à vos diagnostics différentiels. All right. So when evaluating an emergent situation, whether it's psychiatric or otherwise, you really want to approach the case in the most systematic way possible. You don't want to miss something and then prevent a service or prevent a treatment that could be life-saving. So you want to make sure that you think of all the options and then think what you need to support each option. And so some of the things that you may want to consider in this case, you have a man post-surgery who's presenting with agitation and altered mental status and unstable hemodynamic state. So hopefully you guys can think about post-op idea of infection. And obviously, if there's an infection, then you want to identify the source of infection and then target treatment of infection. But other possible, given this man's history, is a CVA. There's a cerebral vascular accident that occurred and causing the agitation, causing the state. Some electrolyte imbalances. This is post-surgery. Maybe there's kidney function, higher risk given his diabetes. Bon, alors ici, il y a différentes possibilités. Les symptômes du patient, ça pourrait être dû à une infection. Il faut vérifier s'il y a une infection et si c'est le cas, la traiter comme il se doit. Ça pourrait être aussi le résultat d'un accident vasculaire cérébral. Si on tient compte de l'âge du patient, il y a une possibilité. Ça pourrait être un déséquilibre des électrolytes et aussi ça peut être un problème avec les reins. Right. So each one of these diagnoses will have a varying history, will have different support through the history that you obtain and through the chart, and will also have different findings on physical exams and later in laboratories. And really, it's our job to kind of pose these differential and pick. In this case, really, given all the history that was taken, this was alcohol withdrawal and delirium tremens presenting 34 to 72 hours after post-op. And really, this lecture is going to be about alcohol withdrawal, what you need to obtain from history, what you will see in the physical, and what are the appropriate treatment, as well as epidemiology.
Bon. Alors, dans ce cas-ci, en ce qui concerne vos différents diagnostics différentiels, chacune des possibilités va avoir, vous allez un historique du patient qui est différent et aussi l'examen va donner des signes qui sont différents. Et ce sont ces détails-là qui vont pouvoir confirmer votre diagnostic différentiel. Mais ici, c'est un cas auquel j'ai déjà eu affaire à l'hôpital et il s'agissait, le cas que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de délirium tremens qui arrive lors de privation d'alcool et quelques jours après une chirurgie, la personne n'a pas consommé d'alcool naturellement. Right. So really we're going to go through step by step through pathophysiology, epidemiology, the diagnosis of it, the treatment, and later on comorbidities and complications if we have time. Bon. Alors, mon intention aujourd'hui, c'est d'y aller pas à pas et étape par étape pour voir chacune de voir les détails pour détecter le problème et pour le traiter. Right. So when we think about continuous chronic alcohol use in high quantities, we know that alcohol affects the GABA receptor. Now the GABA receptor and then the GABA neurotransmitter are CNS, central nervous system. It's the main inhibitory neurotransmitter to our brain. And this may be not surprising given the effect of alcohol. Bon, alors dans le cas d'alcoolisme chronique, d'une très forte consommation d'alcool, on sait que l'alcool va affecter les GABA, les récepteurs GABA, et c'est ce qui produit les symptômes que l'on observe chez ce patient. And as you can see, this is a model of the GABA receptor. And many things activate the GABA receptor, meaning inducing inhibition in the central nervous system. GABA itself, the neurotransmitter, binds to alpha and beta subunits. But benzodiazepine, propofol, other volatile anesthetics, and alcohol all affect the GABA receptor and create inhibition in the central nervous system. Bon. Alors ici, on a un modèle de récepteurs GABA et on sait que les récepteurs GABA ils vont aller se diviser en sous-unités, des unités alpha et des unités bêta. Et on sait que les benzodiazépines, le propofol, les neurostéroïdes et les anesthésiens volatiles et l'alcool vont inhiber le fonctionnement des récepteurs GABA. Now, our CNS has the amazing and phenomenal ability of modulating itself. So when we have a lot of alcohol and the brain continuously senses that there is a lot of alcohol, there is a downregulation of these receptors, meaning there is less receptors. Bon. Lorsque on a une grande quantité d'alcool à bord, le système nerveux va se moduler lui-même et on va remarquer qu'il va y avoir une moins grande présence de récepteurs. Now think about it. Less inhibitory receptors means less inhibition. Bon, alors, c'est logique que s'il y a moins d'inhibiteurs, il y a moins d'inhibition. Now you can think of two ways to create inhibition. Create a lot of receptors or create a lot of things that activate the receptors. Alors, il y a deux façons de créer ça. C'est de créer beaucoup de récepteurs ou de créer plus de quelque chose qui va activer les récepteurs. So as a person is consuming alcohol, slowly the body modifies itself and the number of receptor decreases. Alors, quand vous consommez de l'alcool, plus vous en consommez,
le système va tranquillement se transformer jusqu'au point où il va y avoir moins de récepteurs. So, as long as the homeostasis continues, meaning there's a lot of alcohol and less receptors, then in terms of the stimulation, there's no problem. But let me go. But the problem is once someone stops drinking alcohol, then all of a sudden the system is overstimulated, and that's when withdrawal symptoms come to play, and that's when severe symptoms come to play, including delirium tremens. OK. Alors, lorsqu'il y a beaucoup d'alcool, il y a moins de récepteurs, il n'y a pas un problème au point de vue de la stimulation. Le problème ce qui se produit, c'est que lorsque la consommation d'alcool cesse, là, il va y avoir beaucoup trop de stimulation tout d'un coup, et c'est là que les problèmes commencent. Now we're going to get into the specific symptoms of alcohol withdrawal, mild, moderate, and severe, up to delirium tremens, but it may include agitation, increased blood pressure, as well as in a more extreme cases, hallucinations and seizures. Bon, alors on va pas voir en détail tous les symptômes, mais entre autres choses, il peut y avoir une augmentation de la tension artérielle et aussi de l'agitation et des hallucinations. All right, so I'm not going to spend too much on this, but this is an important piece. Delirium tremens and alcohol withdrawal doesn't just happen. It happens in the context of pretty significant alcohol use, and I think this criteria for alcohol dependency and alcohol addiction is important. Bon, ici, on va survoler pour voir quand est-ce que la consommation d'alcool est trop forte. Bon, alors, le critère du DSM, c'est que il y en a trop. On en prend en trop grande quantité et pour plus longtemps qu'on veut. So if alcohol addiction, alcohol tolerance has developed, there is more likelihood, there's an increased risk for the prevalence of delirium tremens and severe alcohol withdrawal. Bon, lorsque une personne a développé une tolérance à l'alcool, les risques de délirium tremens augmentent. So some of the things we look at when identifying dependence is a history of desire and unsuccessful attempts to cut down, spending a great deal of energy and money either obtaining alcohol or the desired substance or recovering from it, craving to use it, and its involvement with decrease in functioning and daily functioning. Bon, alors quand on a une dépendance à l'alcool, la personne veut diminuer sa consommation, mais n'y réussit pas, va passer beaucoup de temps à essayer d'en obtenir et aussi à se remettre de sa surconsommation, disons vraiment ce qu'on appelle un craving, et là, il fonctionne moins bien. Right. Other signs is giving up activities that someone would usually enjoy and be engaged, whether work or otherwise, giving up those activities for alcohol or the substance of choice. Recurrent or hazardous situation while under the influence, like someone who is being repetitively in car accident while intoxicated, developing of tolerance, and often symptoms of withdrawal when the substance is not there. OK. Alors, d'autres symptômes, c'est quelqu'un qui va continuer à consommer de l'alcool même si, malgré les problèmes que ça engendre, la personne va aller jusqu'à laisser tomber des activités qu'ils aiment pour plutôt consommer de l'alcool. Ils vont avoir continué à
à consommer de l'alcool et se retrouver, par exemple, une personne qui, dans des situations dangereuses, va avoir beaucoup d'accidents sous l'influence, disons, d'accidents de circulation sous l'influence de l'alcool, va développer une tolérance. Et lorsqu'ils n'ont pas d'alcool dans leur système, ils ont des symptômes de sevrage. Now, just to push the point that I made before, tolerance is the need of more substance to create the same effect. And it relies on the pathophysiology that I mentioned regarding the downregulation of receptors. Et alors, la tolérance, la personne, ça vient du fait que ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque il y a de l'alcool, il y a moins de récepteurs. Alors, après un certain temps de consommation, la personne développe une plus grande tolérance. Right. So, you know, we discussed having this presentation. We discussed going through the differential diagnosis. Once you reach the idea that maybe this is alcohol withdrawal or delirium tremens, then really understanding the pathophysiology, leading to really understanding what are some of the major risks, including alcohol dependency. Now, let's go into a little bit of epidemiology. Bon, alors, une fois que vous avez que ça vous est venu à l'idée que les symptômes du patient, ça peut être des symptômes de sevrage d'alcool, vous allez Right. So, et maintenant, nous allons passer à l'épidémiologie. So this map is from the World Health Organization from 2005, 2006, but I recently checked the numbers and they're pretty similar to this. This is a world global distribution of alcohol consumption. And as you can see, the two patterns are both extremities away from the equator have higher alcohol consumption. But alcohol consumption is a pretty widely spread phenomenon, and therefore medical problems associated with alcohol, including delirium tremens, are widely globally prevalent. Bon, alors sur la carte, la figure 1 que l'on voit affichée ici, ça illustre, bon, la carte date de 2005, mais j'ai vérifié tout récemment et les chiffres sont très similaires. On voit qu'il y a une répartition de la consommation d'alcool. On voit qu'elle est plus élevée tout près de l'équateur. Cependant, l'alcoolisme est un problème qui est répandu partout à travers le monde et naturellement, ses effets sont les mêmes partout dans le monde. Again, getting into the really nitty-gritty of the data in terms of the epidemiology, 10 to 20% of males are heavy drinkers, 5% of females are heavy drinkers, so this unequal gender distribution. 2.5 million deaths per year attributed to alcohol. This is more than HIV and TB. 4.5% of global burden of disease, meaning how much money we spend on treating and income lost in various countries. So this burden is 4.5, again, a very high number for one factor. And it may decrease alcohol use, and the chronic use of alcohol may decrease lifespan by about 10 to 20 years in chronic alcohol use. Bon, en ce qui concerne l'épidémiologie, on voit que 10 à 20% des hommes sont des gens qui boivent beaucoup, qui ont une consommation élevée d'alcool, contre 5% des femmes. Et l'alcoolisme a pour effet 2,5 millions de décès par année qui sont attribués à l'alcoolisme, une très grande consommation d'alcool. Et ça, c'est plus que le VIH et la tuberculose. Le fardeau de la maladie, globalement, est de 4,5%. Donc, on dépense globalement une très, très grande somme d'argent à cause de cette maladie-là. Et l'alcoolisme peut diminuer l'espérance de vie de 10 à 20 ans. So really 50%, about 50% of people with
alcohol use disorder, which was the criteria we went through before, 50% of those people will have some signs of symptoms of withdrawal. Again, it doesn't mean that 50% will have delirium tremens, but 50% will have some signs of withdrawal, mild, moderate, or severe. And about 3 to 5% of people with alcohol use disorder will have serious life-threatening sequelae of alcohol withdrawal, meaning they will have severe withdrawal with delirium tremens, and this is, as we'll discuss soon, this is a life-threatening situation. Bon, 50% des personnes qui sont accros à l'alcool vont avoir des signes et des symptômes de sevrage. Ça ne va pas nécessairement dans tous les cas, ça ne veut pas dire que 50% des personnes qui vont être atteintes de délirium tremens, mais ils vont avoir des symptômes. Ça peut être des symptômes légers, des symptômes moyens, des symptômes graves. Et 3 à 5% de ces personnes vont avoir des séquelles très, très graves qui mettent leur vie en danger. Des symptômes de sevrage de l'alcool qui peuvent aller jusqu'aux convulsions et au délirium tremens. Yeah. So again, to kind of push this point, severe alcohol withdrawal or delirium tremens has a mortality of more than 50% if not treated. So really, this is a fatal condition and very, very treatable. Bon, alors, je me permets d'insister sur le fait que les symptômes graves de sevrage d'alcool, comme par exemple les conditions de délirium tremens, sont des conditions qui sont fatales, mais tout à fait traitables. C'est-à-dire que c'est fatal si ce n'est pas traité, mais c'est traitable. So let's go through the kind of mild to moderate and then the more severe. And usually this will happen in a stepwise fashion, meaning you will first see the mild and moderate symptoms, and as time progresses, without consumption of alcohol or without anything that stimulates the GABA receptor, then we will see more and more severe signs and symptoms. Bon, alors passons aux symptômes du sevrage d'alcool. On commence par, les symptômes vont apparaître de manière graduelle, de symptômes légers jusqu'aux plus graves. Maintenant, on passe aux symptômes légers à modérés. Yeah. So again, think about these symptoms not just in empty vacuum context, but think about it in the context of what we said. There is less GABA receptors, which means that there is less stimulation. There's more stimulation and less inhibition. So all of these symptoms are as a result of increased stimulation to the CNS, to the central nervous system, and therefore it makes sense that someone withdrawing from alcohol has overstimulation, has insomnia, problem sleeping, has feelings of anxiety or tachycardia. The heart is more active. The breathing rate increases, and the basal body temperature rate increases, as well as blood pressure. Things are hand tremor, increased psychomotor. All of these symptoms relate to increased activation of the central nervous system. Bon, pensez à ces symptômes-là dans le contexte de ce qu'on a dit plus tôt, que quand on a plus d'alcool à bord, il y a moins d'inhibition et plus de stimulation. Alors, c'est logique à ce moment-là de penser que lorsque il y a un sevrage de l'alcool, les symptômes suivants vont apparaître, comme par exemple l'insomnie, l'anxiété, la tachycardie, le rythme respiratoire accéléré, une augmentation de la température du corps, ensuite une augmentation de la tension artérielle et aussi les mains qui tremblent, une augmentation de l'activité psychomotrice. And symptoms too, symptoms, mild to moderate symptoms of withdrawal can start appearing after 8 hours. This has to do with the half-life of alcohol, and also it has to do with the functioning of the liver. A lot of people with alcohol, continuous and chronic alcohol use, their liver function is not as active as
someone without alcohol dependency? Bon. Alors, les symptômes vont commencer à apparaître en dedans de 8 heures. Et il faut penser que la fonction hépatique entre en jeu parce que les personnes qui sont des alcooliques chroniques, leur fonction hépatique est moins efficace. Et ça va contribuer à ces symptômes-là. So similar to Mr. Jones, probably the mild, moderate symptoms were really missed or misattributed to other things. But really, between 8 and 72 hours is when the symptoms started picking up. And, you know, in case of Mr. Jones, really, after 34 hours, about 40 hours, the symptoms really became very, very severe. Usually the symptoms are reduced after a week. Bon. Dans le cas de notre patient, M. Jones, les symptômes initiaux, ceux qui se produisent en dedans de 8 heures, on n'a probablement pas remarqué ces symptômes-là, mais à mesure qu'ils ont empiré, quand on a été appelé pour évaluer le patient, après 34 heures, les symptômes étaient devenus sévères. Normalement, les symptômes disparaissent au bout d'une semaine. All right. So I won't have time to go too deeply into the CIWA. CIWA stands for the Clinical Institute Withdrawal Assessment. So it's a standardized standardized checklist for providers to assess withdrawal symptoms. Bon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour aller en détail sur le tableau qui est affiché ici, qui s'appelle Clinical Institute Withdrawal Assessment. C'est un tableau d'évaluation des symptômes de sevrage d'alcool. I will forward this form to Aisha so you guys can have it and hopefully utilize this in your clinical practice. But the reasons why I like this form is, first of all, it standardizes the withdrawal symptoms, so you really know what you're dealing with. It standardizes it within time, so when you assess patients, between patients, and also between providers. So you have one tool, one assessment, and then you can target treatment based on the findings. Bon, je vais faire parvenir ce tableau-là à Aisha qui elle va pouvoir vous l'envoyer. C'est un outil d'évaluation que j'aime beaucoup parce qu'il est standard et il vous permet d'évaluer vos patients toujours de la même façon. Yeah, and it's a point-based system. So the higher the points, the more severe the withdrawal is, and you can score it. And the scoring has the assessment for mild, moderate, and severe. Bon, ça fonctionne par un système de points. Plus le nombre de points est élevé, plus les symptômes de sevrage sont sévères. Et vous pouvez simplement faire le total des points. Et puis, vous allez pouvoir procéder selon le cas. So again, I will send a copy of this form for you guys to utilize in your clinical practice. Encore une fois, je vais faire parvenir ce formulaire à Aisha qui, elle, va vous le transmettre et vous allez pouvoir l'utiliser dans votre pratique. Now, the most severe form of withdrawal is delirium tremens. And the definition of delirium tremens is a rapid onset of fluctuating disturbance of attention, cognition. This is with or without hallucinations. This is, by the way, also the definition of delirium. So that, in context of alcohol withdrawal, is delirium tremens. Bon, alors, ce qui définit le délirium tremens, c'est une installation assez rapide des symptômes, qui sont les symptômes par exemple, une fluctuation de la cognition, qui peut être avec des hallucinations ou sans hallucinations. Yeah, and again, the recognition of delirium tremens is so important because its association with high mortality rate when not treated. Et encore une fois, c'est très important de détecter le délirium tremens parce que sans traitement,
taux de mortalité est très élevé. All right. So again, there's 1 to 4% mortality of hospitalized patients with delirium tremens. So patients that were diagnosed with delirium tremens and were treated, there's still a 1 to 4% mortality rate. En fait, dans le cas du delirium tremens, même il y a entre 1 et 4% des patients qui ont été hospitalisés pour le delirium tremens et qui ont été traités. Quand même 1 à 4% de ces patients vont décéder. All right, and you know the common causes of death from delirium tremens are hyperthermia, cardiac arrhythmia, withdrawal seizures, and concomitant medical disorders, including liver, spleen, as well as other. Bon, alors, les causes de mortalité dans les cas de personnes qui décèdent du delirium tremens, c'est l'hyperthermie, l'arythmie cardiaque, des convulsions dues au sevrage et des états médicaux concomitants, comme par exemple des problèmes avec le foie, la rate, etc. Again, predictors of having delirium tremens is a very high CIWA score, hemodynamic instability, especially severe, increased heart rate and blood pressure, recent or history of withdrawal seizures and delirium tremens, increased age worsens the prognosis, as well as concomitant medical problems. Bon. Les indicateurs de delirium tremens pendant le sevrage de l'alcool, bon, c'est un score du CIWA de 15 ou plus. La tension systolique de plus de 150, le rythme cardiaque de plus de 100, une histoire de convulsion, de sevrage récente, une histoire de delirium tremens, l'âge et aussi des problèmes médicaux concomitants. Now, the goals of treatment is to obviously, as we discussed, to decrease mortality, to decrease system injury and create prolonged problems secondary to withdrawal, decrease prevalence of seizures, which again may cause secondary medical problems or worsen medical problems, and to control agitation that again could inflict self-harm or harm to others. Bon, alors les objectifs du traitement du delirium tremens, ce sont naturellement de diminuer le taux de mortalité et aussi de diminuer les blessures, si on peut dire, au système de la personne, de diminuer aussi la prévalence des convulsions qui, elles, ont pour effet d'aggraver d'autres problèmes qui sont présents chez le patient et aussi contrôler l'agitation. All right. So really the treatment algorithm, and when I will send Aisha the CIWA form, I will also send a more detailed treatment algorithm form because we don't have too much time. Bon, en ce qui concerne l'algorithme du traitement, je vais aussi envoyer le document à Aisha qui va vouloir le transmettre parce que on manque de temps pour le regarder à fond. But the general algorithm is once you recognize delirium tremens or severe alcohol withdrawal, you first admit an inpatient floor or the ICU, depending on the severity and the response to initial treatment. Bon, alors, généralement parlant, ce qu'on fait, c'est qu'on doit admettre le patient à l'unité de soins intensifs, dépendant de la gravité de son état. As you continue your workup for the differential diagnosis, you already create IV hydration, IV lines. You supplement with thiamine and glucose because of secondary pathology that may ensue from chronic alcohol use. And you initiate benzodiazepine, which is the primary treatment of alcohol withdrawal, severe alcohol withdrawal. Bon, pendant que vous continuez à éliminer d'autres diagnostics, vous avez naturellement commencé à hydrater le patient à l'aide d'intraveineuses.
vous avez administré un supplément de thiamine, du glucose, et aussi vous commencez un traitement aux benzodiazépines, qui est le traitement le plus utilisé pour traiter le délirium. Now again, you're trying to minimize system effects of alcohol withdrawal while allowing the body to regulate the synapses, the receptors. So as the receptors were downregulated in the absence of alcohol, they will eventually be upregulated. But this process doesn't take a few hours, it takes a few days. And during these days, you supplement benzodiazepines to prevent overstimulation of the CNS. Bon. Alors, pendant ce temps-là, vous allez, vous savez que le patient, il va avoir des symptômes comme ça. Et vous voulez prévenir des blessures, disons, d'aggravation systémique. Et ce que vous allez, pendant que c'est pas les symptômes de délirium, c'est pas quelque chose qui disparaît au bout de quelques heures. Alors, c'est pourquoi pendant le sevrage, au début, les synapses, pas les synapses, les récepteurs vont être surstimulés. Alors, éventuellement, ils vont se remettre en ordre, sauf que pendant ce temps-là, on va donner aux patients des benzodiazépines. Right. Jusqu'à ce que les choses soient revenues à la normale. Et ça prend quelques jours. Now, obviously, I don't know what benzodiazepines you have available, and this changes between hospitals, between health systems. But these are examples of some benzodiazepines that can treat. So from diazepam, Valium, the longest acting benzodiazepine, to the shortest acting midazolam, Versed. These are kind of some of the options. There are many other options. Bon, naturellement, je ne sais pas quelles sont les benzodiazépines que vous avez chez vous. Ça varie d'un hôpital à l'autre. Cependant, je vous ai donné ici quelques options. Il y en a plusieurs autres, mais je vous ai donné les options qui sont les plus courantes. Alors, il y a le Valium, qu'on appelle diazépam, qui celui qui, vous pouvez voir que son action est celle qui est la plus longue. Il y a le lorazépam, qu'on appelle aussi activant. Ensuite, le midazolam, qu'on appelle le Versed, et aussi le Librium. Et encore une fois, il y a d'autres options. Yeah. In my hospital system, the two most commonly used are lorazepam, Ativan, and Librium. One of the reasons for that is, aside from them having a medium half-life, not too long and not too short, they're also immediate acting. They start working very fast, and they come in IV form. So these are the two benzodiazepines that are used in my hospital system in Montefiore and Albert Einstein. Bon, alors dans le système hospitalier dans lequel je travaille, les benzodiazépines que l'on utilise le plus couramment sont l'Ativan et le Librium. Et la raison pour ça, c'est que leur vie, ce qu'on appelle la demi-vie, c'est disons une durée moyenne, mais aussi parce qu'ils agissent très rapidement. Other things to consider, lorazepam, oxazepam, and temazepam are three benzodiazepines that don't get metabolized or only partially get metabolized in the liver, and therefore patients with severe liver disease, those would be the benzodiazepines of choice. Bon. Alors, il y a certains benzodiazépines, comme par exemple le lorazépam, qui est l'activant, qui ne sont pas métabolisés par le foie. Alors, lorsque le foie d'un patient est très atteint, c'est préférable de choisir les benzodiazépines qui ne sont pas métabolisés par le foie. Again, this is some of the metabolism and the various forms of benzodiazepines, but I think we mainly spoke about most of the things relating to that. Could you repeat this? Oh, sure. The previous slide was a metabolism of benzodiazepines, but I don't think this is too important and we shouldn't focus on this. OK, alors il y a ici une diapositive sur laquelle nous allons passer, qui
illustre le métabolisme des benzodiazépines. The top parts are being metabolized by the liver, while the bottom parts are being metabolized through the kidneys. Bon, alors, sur la partie supérieure du tableau sont les benzodiazépines qui sont métabolisées par le foie, et sur la partie inférieure du tableau sont les benzodiazépines qui sont métabolisées par les reins. So when the withdrawal is very, very severe, then and benzodiazepine are not strong enough, then we are going to need to really focus on the ICU, intubate the patient, and then we're looking at using a phenobarbital or propofol. Bon, alors, okay. And in what case was that? I'm sorry, my attention is diminishing. It's okay. Almost finished. The phenobarbital and propofol are more stronger medications when the patient is not responding to benzodiazepine, continues having seizures, and therefore needs to be intubated. And these medications can be given an intubated patient to control seizures and uncontrolled alcohol withdrawal. Bon, alors lorsque le patient ne répond pas aux benzodiazépines, on va intuber le patient et ensuite on va utiliser du propofol. And what was the other one besides propofol? Phenobarbital and propofol. Okay. Alors dans ces cas-là, on va utiliser le propofol et le phenobarbital. Right. And there's a list of medications that some of them would be very good choices for agitated patient, but if the reason for agitation is alcohol withdrawal or severe alcohol withdrawal, then I would definitely want to avoid these because they would make the medical sequelae a lot worse. These include the list here: antipsychotics such as Haldol, anticonvulsants like carbamazepine, central acting alpha agonists, beta blockers, and baclofen. Bon, alors, quand les patients ne répondent pas aux benzodiazépines, il y a des traitements que l'on peut, il y a des agents qu'on peut utiliser qui ne sont pas des benzodiazépines, dont le propofol, le phenobarbital qu'on a déjà mentionné. Et on demande de ne pas utiliser naturellement pas d'éthanol, pas d'allopuridol, ni de carbamazépine, ni de clonidine, dexmedetomidine, pas de bêta-glucan comme du propranolol et aussi pas de baclofen. Right. Some things to just remember as related disorders include Wernicke's encephalopathy, which is the result of thiamine deficiency in chronic alcohol use because of poor nutrition. Okay, and what was it? Did you say encephalopathy? Wernicke's encephalopathy. Okay. Bon, alors, comme les patients sont, à ce moment-là, les alcooliques chroniques n'ont pas une très bonne nutrition, ils peuvent avoir un type d'encéphalopathie. Et c'est pour ça qu'il faut se souvenir de ne pas utiliser certains agents afin de ne pas aggraver. Again, thiamine deficiency can cause various forms of cardiomyopathies that you should be aware of, as well as chronic alcohol use can contribute to liver cirrhosis. Bon, l'alcoolisme chronique peut causer des problèmes graves au foie. All right. And really, I know I went over a little bit of time, so I'd be happy to, if you guys can submit your questions to Aisha, I'd be happy to answer them via email. I don't know if you need to go, but I would be happy to answer any questions. And again, I will send the various scales, CIWA, and the algorithm of treatment for you guys to have. Bon, je ne sais pas si, je sais que nous avons dépassé le temps qui nous était alloué. Peut-être que certains d'entre vous doivent quitter, mais vous pouvez m'envoyer des questions par courriel et comme je vous l'ai dit plus tôt, je vais faire parvenir le CIWA, ce tableau-là, ainsi que l'algorithme de traitement à Aisha qui vous les transmettra.
Hello? Yeah. Yes, well, I'm pretty sure that they have to go. I know that the investigators IT, they have to go at 9. All So right. they'll probably email the questions, but All right. thank you so much. That was a very nice lecture. And you can email me the stuff and I'll definitely forward it to them. Excellent. Thank you, Aisha, and thank you everyone for your Thank attention. you, Doris. Thank you for the invitation. Aisha, do you want me to translate the CIWA thing into Oh yeah, French? I mean if you can, of course, that would be great. That I would be can email it wonderful. to I'll you also and look for it in French. En Creole. Okay, I'll do that. Thank you so much. Oh, you're welcome. All right. Bye, everyone. Bye-bye. bye. So I'll do it this morning, and I'll send it probably later on today because I have an appointment in a few hours. So All right. Okay, no problem. I will get a chance to send it a little bit later on. All right. All right. Thank you. Thank you. Oh, you're so welcome. It was a pleasure. All right, have a great day, guys. Hey, sorry. So I know it's